Le soleil est couché depuis longtemps en cette nuit de 1956. Dans les couloirs de l'hôpital de Saint-Louis, dans le Missouri, on entend des gémissements. Ce ne sont pas des râles de douleur comme ceux des patients en manque de morphine après une intervention chirurgicale. Ce sont des gémissements de plaisir. Si on tendait bien l'oreille, on rougirait presque. On croirait entendre des orgasmes. Ces feulements de plaisir proviennent du département d'obstétrique. Le célèbre gynécologue William Masters profite de la nuit pour mener des expériences. Il se tient derrière une grande vitre sans teint et observe les mesures des électrocardiogrammes qui dessinent des lignes sinusoïdales sur des longues bandes de papier. Soudain, les machines s'emballent. Un long cri de plaisir monte de la chambre médicalisée située derrière la vitre sans teint. Le couple en train de faire l'amour sur le lit d'hôpital est en pleine extase. William Masters sourit, visiblement très satisfait. Il adresse un regard complice à son assistante, Virginia Johnson. À eux deux, ils vont révolutionner la médecine. Ils ont compris comment fonctionne l'orgasme. Podcast Story. C'est quoi un orgasme ? Voilà une question qui obsède le docteur William Masters. Ce notable du Missouri effraie sa hiérarchie lorsqu'il parle de ses recherches. Un homme bien sous tout rapport comme lui. Il ne faudrait pas qu'il attire l'opprobre sur son établissement. Bonnes mœurs et pudeur. Voilà les deux mamelles de tout Américain respectable en ce milieu de XXe siècle. Mais William Masters, malgré son apparence austère, est un rebelle. C'est sans doute aussi parce qu'il souffre lui-même de dysfonction érectile qu'il veut travailler sur l'orgasme. Dès le début des années 1950, il passe ses soirées au bordel. Pour autant, pas question de se mettre au lit avec les filles. Il préfère leur coller des électrodes partout et mesurer les variations de leur rythme cardiaque pendant qu'elles se font jouir. Mais William se rend compte que ses cobayes biaisent les résultats de son étude. Les professionnels savent mieux que personne faire semblant, et si elles peuvent gruger un homme au sujet de leur orgasme, elles ne peuvent pas flouer les machines médicales. Masters décide donc de trouver de vrais cobayes, des monsieur et des madame tout-le-monde qui feraient l'amour ou se masturberaient dans une chambre d'hôpital sous contrôle médical. Pour commencer une longue série d'expérimentations, il a besoin d'une assistante. La partenaire de ses rêves se présente dans son bureau un jour de 1956. Virginia Johnson a déjà 31 ans. C'est une femme intelligente et libre d'esprit qui élève seule ses 2 enfants après 2 divorces. Elle cherche un travail d'appoint car elle a repris ses études de sociologie après avoir été chanteuse. Ce profil atypique et solaire séduit immédiatement William, le taiseux. Ils forment bientôt un couple parfaitement complémentaire. Il sera le scientifique, elle sera la communicante. Ensemble, ils recrutent plus de 600 cobayes, des hommes et des femmes en bonne santé, capables de jouir seuls. Les 2 chercheurs s'étonnent à peine de trouver tant de volontaires. Dans cette ville du Midwest qu'est Saint-Louis, les gens sont prêts à coucher avec un inconnu pour la science. En réalité, c'est un excellent prétexte pour s'adonner à une forme de sexe libre sans culpabiliser. En étudiant la jouissance de leurs cobayes, Masters et Johnson comprennent enfin la physiologie de l'orgasme. L'orgasme est une réponse physiologique du corps tout entier à une stimulation sexuelle. Les yeux se ferment, le visage se fait expressif et même grimaçant, tout le corps se tend, dans le cerveau, une tempête hormonale se forme. Les muscles des bras et des mains sont pris de spasmes involontaires, les doigts agrippent ce qui est à leur portée. Le débit sanguin se fait plus rapide par un effet de vasoconstriction, on hyperventile. Chez la femme, l'abdomen et les muscles du vagin se contractent à un rythme régulier au sommet de l'orgasme. Chez l'homme, le méa urinaire se lubrifie avant la phase éjaculatoire. Pour l'homme, tout s'arrête là.
La femme, quant à elle, peut enchaîner plusieurs orgasmes à la suite si la stimulation continue. Chez l'homme comme chez la femme, la mécanique de l'orgasme comprend 4 phases. L'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. Pendant la phase d'excitation, le plaisir monte provoqué par la stimulation. Il atteint ensuite le seuil de plateau plus ou moins long. Le plaisir semble constant et fort, puis il y a une montée brutale du plaisir, c'est l'orgasme. Il est généralement court et intense. La phase de résolution achève le cycle. L'excitation redescend, le corps se détend, une sensation de bien-être s'installe. Chez les hommes, cette phase de résolution est accompagnée d'une période réfractaire qui peut durer quelques minutes ou quelques mois. Le pénis est incapable de se durcir à nouveau et les stimulations deviennent désagréables, voire douloureuses. Le fameux « ladies first », les femmes en premier, n'est donc pas un acte misogyne et patriarcal, il répond à une réalité biologique, l'inégalité des hommes et des femmes face à l'orgasme. Cette inégalité était déjà conscientisée dans la haute antiquité. Faisons une petite parenthèse mythologique avec Tirésias. Selon le poète romain Ovide, Tirésias aurait été transformé en femme par un couple de serpents qui l'aurait dérangé pendant que ceux-ci s'accouplaient. À l'aube de la 8e année dans son corps de femme, Tirésias rencontre le même couple de serpents. Il les dérange à nouveau et retrouve son corps d'homme. Sur ces entrefaites, les dieux de l'Olympe se disputent sur un sujet fondamental, l'orgasme. Zeus affirmait que les femmes jouissaient plus fort que les hommes. Son épouse Héra prétendait le contraire. Les dieux invitèrent Tirésias sur l'Olympe pour trancher leurs différends puisqu'il avait vécu dans un corps d'homme et dans un corps de femme. Tirésias expliqua que les femmes jouissaient 10 fois plus fort que les hommes. Furieuse, Héra le frappa de cécité. Mais pourquoi tant de haine ? La déesse ne supporte pas que Tirésias ait pu divulguer le secret des femmes. Ce secret a une implication sociale très lourde. Depuis l'Antiquité, les hommes redoutent l'infidélité féminine car ils craignent de ne pas être le père de leurs enfants. Si la femme jouit formidablement, dans leur tête, elle recherchera davantage d'aventures sexuelles, mettant ainsi en péril leur paternité. Il faut donc que la société fasse croire aux femmes que le sexe est sale et sans intérêt pour limiter leur envie de jouir, CQFD. Les femmes ont bien été punies à cause des indiscrétions de Tirésias. Fin de la parenthèse mythologique. Contrairement à ce qu'on croit, il existe plus de travaux scientifiques sur l'orgasme féminin que sur l'orgasme masculin. En effet, l'orgasme masculin semble simple et évident. Il est mécanique et visuel. L'éjaculation marque le climax de l'orgasme. Celui de la femme est infiniment plus mystérieux. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, est l'un des premiers scientifiques de l'époque contemporaine à s'intéresser ouvertement à l'orgasme féminin tout en n'y comprenant pas grand-chose. Il a au moins le mérite d'élaborer des hypothèses. Pour lui, l'orgasme clitoridien est un orgasme immature, celui de la jeune fille qui se caresse et peut jouir seule. L'orgasme vaginal serait au contraire celui de la femme mûre, capable de jouir grâce au pénis de son conjoint. Freud est animé par une croyance sociale masculine ancestrale selon laquelle une femme ne peut pas jouir correctement sans l'action d'un pénis ou d'un substitut phallique. Croyance rassurante pour des hommes taraudés depuis des millénaires par la crainte de ne pas être à la hauteur. William Masters et Virginia Johnson démontrent que l'intuition de Freud est erronée. L'organe du plaisir chez la femme est le clitoris. C'est toujours lui qui provoque l'orgasme en stimulation interne ou externe. Il n'y a donc pas d'orgasme puéril ni d'orgasme mature.
Masters et Johnson résument l'intégralité de leurs travaux de recherche dans La réponse sexuelle humaine, The Human Sexual Response, paru en 1966 aux États-Unis. Leur découverte révolutionne notre connaissance de l'orgasme. Avant eux, tout n'était que poésie. Après eux, tout n'est que marketing. Seule Hélène O'Connell a apporté une connaissance supplémentaire de l'orgasme féminin en dressant l'anatomie exacte du clitoris par dissection, puis par IRM entre 1998 et 2005. Décortiquer l'orgasme sur le plan clinique, c'est amusant, mais ça n'a rien de commun avec le fait de jouir. Qui a connu l'orgasme voudra y revenir tôt ou tard. L'orgasme est comparable à un shoot puissant de drogue. Une montée, un climax, une redescente. L'orgasme libère dans le cerveau des stocks d'endorphine, d'ocytocine, de dopamine et de sérotonine, soit les hormones et les neurotransmetteurs qui boostent notre sentiment de bien-être, de plaisir et notre attachement à notre partenaire. Plus l'orgasme est puissant, plus il s'apparente à une transe. Pour les neuroscientifiques, il s'agit d'un état de conscience altéré, une sorte de court-circuit du cerveau. On comprend qu'il puisse faire peur. Si le Kama Sutra des Indiens en a fait un moyen de se connecter au divin, les chrétiens s'en défient comme si l'orgasme concurrençait la prière. Dans l'imaginaire chrétien, l'orgasme s'apparente au diable. Si l'homme doit jouir pour procréer, la femme qui jouit est souvent perçue comme la proie du malin. Dès le début du christianisme en Occident et au Proche-Orient, l'orgasme est vu avec circonspection. Certains radicaux prônent l'absence complète de sexe, mais l'Église réserve cet ascétisme au clergé, sans quoi elle n'aurait plus d'ouaille après une génération. Les radicaux anti-sexe sont donc perçus comme des hérétiques. Si la jouissance masculine à travers l'histoire se conçoit de manière basique avec le duo pénétration-éjaculation, la jouissance de la femme a toujours quelque chose de transgressif. Pour le philosophe romain Lucrèce, seule la prostituée peut prendre ouvertement du plaisir en faisant l'amour. Quoi de plus évident, l'amour est son travail. Elle peut se dandiner lascivement, chercher et trouver son plaisir sur l'homme. L'épouse honnête, au contraire, doit se borner à faire son devoir consciencieusement, mais pudiquement. Le poète Ovide, le grand spécialiste de l'amour, quant à lui, encourage les hommes à caresser le clitoris des femmes pour les faire jouir. Le but est d'obtenir une expression pâmée et des yeux révulsés, soit les attributs physiologiques d'un véritable orgasme. Jouir en même temps pendant la pénétration s'apparente à un idéal absolu. L'amour physique et spirituel se mêlent alors dans un même râle. Bon, c'est joli sur le papier, mais c'est plus difficile à obtenir en vrai. Souvent, les médecins sont venus au secours des femmes en supputant que celles qui jouissent tombent plus facilement enceintes. Mais jouir sans connaître son corps n'est pas une sinécure. Ceux qui ont reçu une éducation très stricte et culpabilisante ne sont pas sereins face à l'orgasme. Les femmes ne jouissent pas sans être libres, un peu rebelles et curieuses. Les hommes, quant à eux, ne jouissent pas s'ils ne dépassent pas l'angoisse de la performance. Mais dans les deux cas, la masturbation est centrale. Et pourtant, rares sont les textes qui parlent de la masturbation sans la fustiger. L'américaine Nell Kimball laisse une belle impression de ses premiers émois solitaires dans son autobiographie « Journal d'une maîtresse américaine ». Cette tenancière de bordel de la fin du XIXe siècle était, dès l'enfance, une sensuelle. Historiquement, les petits campagnards sont bien plus au fait des choses de la vie que les petits citadins. Ils ont vu des animaux se reproduire ou surpris leurs aînés dans le foin. Dès l'adolescence, Nell s'enfuit nuitamment de la maison familiale pour explorer son corps. Allongée dans l'herbe, sous le ciel étoilé, elle s'explore de ses doigts, s'apprivoise et enfonce le manche de sa brosse à cheveux dans son vagin pour pallier l'absence de l'homme.
tout est intuitif et évident. Sa première expérience avec un homme lui apparaît comme heureuse. Une fois majeure et poussée par les nécessités économiques, elle fait le choix de la prostitution parce qu'elle aime le sexe, la jouissance et les corps. La masturbation est une étape essentielle vers la jouissance pour les hommes comme pour les femmes. On ne peut pas espérer jouir sous les caresses de son partenaire si on ne sait pas se faire jouir soi-même. La jouissance est un apprentissage pratique que l'on doit faire seul avant de le faire à plusieurs. Les sextoys offrent aujourd'hui de nombreuses façons d'atteindre l'orgasme. Il ne faut pas s'en priver si on en a envie. Mais prenez garde, on ne se fait pas jouir avec des jouets si on ne sait pas jouir avec ses doigts. Quand on vient d'avoir son permis, mieux vaut conduire une petite cylindrée qu'une Formule 1. Il faut aussi garder à l'esprit qu'aucun humain ne peut vibrer aussi fort qu'un jouet branché sur le secteur. La jouissance évolue aussi avec les années. Le petit orgasme mécanique des jeunes filles et des jeunes garçons peut se raffiner avec le temps. Les femmes peuvent apprendre à multiplier les orgasmes jusqu'au délire et les hommes à repousser le leur pour jouir d'une phase de plateau très haute et très longue. Cela demande souvent des années d'entraînement. Pour les femmes, le défi est souvent de lâcher prise. Pour les hommes, il faut apprendre à prendre son plaisir en donnant. Plusieurs types de jeux peuvent permettre de raffiner l'orgasme. Le tantrisme, par exemple, est aujourd'hui considéré comme une forme de yoga sexuel. Une série d'exercices mêlant la respiration, les caresses, la méditation et une action sur le périnée permettent d'atteindre des formes d'orgasme prolongées à la fois physiques et cérébrales. Cette pratique apporte en effet une bonne connaissance et une excellente maîtrise de son corps. Les pratiques BDSM, soit les jeux de domination et de soumission, permettent également d'atteindre des niveaux orgasmiques prolongés et intenses. Lorsque le soumis délègue par jeu le pouvoir à son dominant, celui-ci peut le stimuler par divers moyens pour le faire atteindre des niveaux modifiés de conscience qu'on appelle le subspace. Il s'agit d'une transe orgasmique plus ou moins profonde. Plus rarement, le dominant connecté à l'émotion de son soumis peut aussi entrer en transe. Il s'agit d'une sorte de transe orgasmique en miroir. On appelle cela le domspace. Dans le cadre du tantra ou du BDSM, l'orgasme prolongé intervient après une initiation plus ou moins longue avec des partenaires de confiance. Après 30 ans de réflexion sur la sexualité, le docteur Jacques Weinberg, l'un des pères fondateurs de la sexologie moderne française et ancien élève de William Masters et de Virginia Johnson, a abouti à l'idée selon laquelle l'orgasme est une émotion. Il a dépassé la notion physiologique de la jouissance pour en faire une esthétique et une poétique. Bien jouir demande une initiation, une exploration de soi et des autres, une capacité à rêver, à fantasmer, à désirer, à entrer en osmose avec son partenaire. Bien jouir demande du temps et de l'envie. C'est à la portée de tout le monde à condition de s'entraîner. Jouir et faire jouir est un art. Personne ne devient virtuose sans travailler. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.